Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau salon Rent, qui, comme chaque année, rassemble énormément de professionnels de l'immobilier. Ce salon, comme vous le savez, est au fil des années devenu un rendez-vous incontournable où les innovations technologiques et les visions d'avenir se rencontrent pour transformer notre façon de penser l'immobilier. Je suis Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier au sein du Bon Coin. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais Le Bon Coin a changé d'actionnariat au mois de mai dernier. Cela témoigne d'une grande attractivité de notre marque et aussi des grands potentiels qu'elle incarne. Ainsi, Le Bon Coin redevient une entreprise privée avec une plus grande liberté pour innover, toujours plus, une plus grande capacité d'investissement marketing et la possibilité d'allouer toujours plus de ressources pour développer nos produits immobiliers. Dès à présent et dans les années à venir, nous allons concentrer nos efforts pour délivrer ce que nous voulons être et devenir ce que nous voulons être, un grand groupe digital français, leader de l'immobilier, capable de délivrer des services à forte valeur ajoutée pour tous nos clients. Ce projet, nous le portons avec ambition, parce que Le Bon Coin occupe une place à part dans l'écosystème immobilier français, parce que Le Bon Coin occupe une place à part auprès de tous les Français. Chaque année, ce sont plus de 40 millions de Français qui utilisent notre plateforme. C'est un carrefour d'audience unique. Pourquoi ? Parce que nous sommes au cœur de leur quotidien, au cœur de leur projet de vie. Tous les mois, 15 millions de Français utilisent notre plateforme pour trouver le projet de leur rêve. Et ce sont même plus de 9 millions qui n'utilisent que notre plateforme. Et Le Bon Coin, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est un écosystème qui rassemble professionnels et particuliers autour d'une vision commune, celle de trouver des services simples, efficaces et responsables pour répondre à leurs besoins immobiliers. Durant ce salon, beaucoup d'intervenants, je n'en doute pas, et j'ai eu l'occasion de le voir, vont vous parler d'intelligence artificielle. Et je ne m'attarderai pas sur ce terrain aujourd'hui. Non, je ne vous parlerai pas d'intelligence artificielle. Je ne vous expliquerai pas que nos systèmes de recommandation analysent les parcours de nos utilisateurs pour leur proposer des biens en rapport avec leurs affinités. Je ne vous dirai pas que nous utilisons l'AI depuis des années pour le ranking de nos annonces et mettre en avant celles qui répondront le plus aux besoins de nos utilisateurs. Nos fameuses remontées d'annonces qui mettent en avant les biens en ayant le plus besoin existent depuis plus de 5 ans. Donc pas la peine de s'y attarder non plus. Et je ne vous parlerai pas non plus du bot conversationnel que nous avons lancé il y a peu et qui nous permettra d'échanger avec nos utilisateurs pour les aider. Je n'aborderai pas non plus les segments publicitaires optimisés et je ne vous parlerai pas non plus de comment, au premier semestre 2025, nous lancerons la création et la génération de contenu automatique en fonction des caractéristiques des biens, mais également en fonction de l'analyse des photos. Vous l'aurez compris, je ne vous parlerai donc pas d'intelligence artificielle cette année, parce que c'est une opportunité que nous saisissons déjà depuis longtemps, afin de simplifier les usages et améliorer les services et l'expérience de nos utilisateurs. Parce que vous êtes tous des professionnels de l'immobilier, vous savez aussi que quelles que soient les avancées technologiques, quels que soient les progrès de l'intelligence artificielle, l'immobilier restera affaire d'émotion. L'intelligence artificielle nous aidera à résoudre les problèmes de demain. Elle nous aidera à rendre l'expérience utilisateur et l'expérience de la recherche immobilière toujours plus fluide. Elle rendra les mises en relation toujours plus pertinentes et le business toujours plus efficace. Mais les enjeux de demain, y compris en matière d'immobilier, ne sont pas que des enjeux technologiques. Demain, le développement durable, l'écologie, les changements climatiques, les dérèglements qui en découlent modifieront significativement l'habitat et la carte de l'immobilier français. Le Bon Coin n'est pas un acteur immobilier comme les autres. Depuis plus de 18 ans maintenant, nous avons un rôle d'acteur responsable, leader sur le marché de l'économie circulaire, une entreprise engagée avec une raison d'être qui est faciliter le quotidien des Français et les aider à mieux vivre leur expérience immobilière pour trouver leur maison, pour trouver leur chez-soi. Nous sommes un observateur unique des comportements et des modes de vie à travers l'analyse des modes de consommation de 40 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, je voudrais mettre en avant l'idée d'intelligence collective.
une intelligence bien réelle, une intelligence qui sera indispensable pour résoudre les problèmes d'avenir et qui, avec ses capacités de se marier à l'intelligence artificielle, deviendra un moteur de la transformation du secteur de l'immobilier. L'intelligence collective de nos utilisateurs, c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Chacun de leurs retours, chacune de leurs idées, chacune de leurs interactions avec notre plateforme contribue à enrichir notre démarche. Elle nous permet ainsi de détecter les tendances de demain. 87% de nos utilisateurs nous disent être sensibles aux questions environnementales. Certes, mais concrètement, ça veut dire aussi que les recherches écologiques deviennent concrètes sur notre plateforme. Et ça me permet d'insister sur la particularité du Boncoin qui autorise des recherches par filtre, mais également par mots-clés. Et la liberté de saisie de ces mots-clés permet de mesurer que les choses changent, de mesurer que de nouvelles préoccupations se dessinent. Les labels environnementaux deviennent de nouveaux critères de recherche. Les certifications haute qualité environnementale font leur apparition dans les recherches de nos utilisateurs. Les acheteurs ou les locataires privilégient de plus en plus des biens immobiliers qui répondent aux normes écologiques, comme les bâtiments à basse consommation énergétique. Les utilisateurs cherchent également de plus en plus de biens à proximité des transports en commun pour limiter leur empreinte carbone liée à l'utilisation de leurs véhicules et pour limiter la facture de carburant, évidemment. La demande de logements équipés de panneaux solaires ou de systèmes de chauffage éco-responsables sont la preuve d'un intérêt pour une autonomie énergétique dans l'immobilier de demain. Enfin, beaucoup d'acheteurs sont sensibles également aux opportunités d'acheter un bien à fort potentiel de transformation écologique. Logement ancien à rénover apparaît par exemple comme un nouveau courant de recherche sur le Boncoin. Et à l'inverse, vous le savez, un bon diagnostic DPE capte beaucoup plus d'attention. Bref, les utilisateurs sont plus enclins à analyser la localisation et le prix d'un bien, mais également tous ces nouveaux critères avant de faire leur choix. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives pour un immobilier plus durable et plus respectueux de l'environnement. Et à l'avenir, il sera essentiel de considérer des stratégies qui intègrent les enjeux écologiques, afin de bâtir un avenir où les technologies, l'immobilier et l'intelligence collective marchent main dans la main pour construire une planète plus durable. C'est parce que nous avons tous un rôle à jouer que nous avons choisi de convier Julien Dossier, qui est le fondateur du cabinet Quattro Libri. Il accompagne depuis une vingtaine d'années les collectivités et des entreprises du secteur privé et public pour déterminer des stratégies de transition écologique et mettre en œuvre des actions concrètes. C'est un grand privilège qu'il nous fait en acceptant d'animer cette plénière. Je vous propose donc d'accueillir Julien Dossier pour sa conférence « La transition écologique, un enjeu à transformer en atout ». Bonjour à toutes et tous. Je souligne ici le côté pilote de la Diagonale du Plein, d'où la casquette de pilote, parce que je vais vous faire une introduction en mode un peu speed, justement pour vivre ce moment d'urgence et donc de vitesse et de rapidité. On sent qu'on a besoin d'inspiration pour entreprendre. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous appeler à unir nos forces. C'est un appel à l'engagement qui part de ce constat que nous faisons, la situation est chaud bouillante. Chaud bouillant, c'était une marche pour le climat entre chaud et bouillant, mais qui a été annulée pour cause de canicule. Donc on voudrait rendre ce sujet rigolo, on ne s'y prendrait pas tellement mieux, et on a peut-être besoin aujourd'hui d'ajouter un petit sourire sur nos lèvres. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis cette nuit. On est dans un moment un peu particulier. Et sans révéler de grandes choses nouvelles, nous avons quand même franchi des paliers qui sont substantiels. Ici, rappel d'une moyenne glissante de la hausse des températures qui franchit un seuil de 1,5 degré, un seuil risqué. Dans les derniers rapports du GIEC, on nous dit que c'est non seulement en dessous de 2 degrés, mais il y a une très nette différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Nous avons franchi, espérons-le temporairement, mais nous sommes dans une trajectoire où nous avons dépassé 1,5 degré. Nous considérerons que nous aurons franchi définitivement 1,5 degré sur une période de 10 ans. Donc on démarre cette tendance. Et
ces chiffres ont une réalité. Il y a 2 ans, vous vous souvenez que nous avions une sécheresse profonde et à ce moment-là de l'année, un mois après, nous étions encore en alerte sécheresse dans 89 départements. Souvenez-vous du 3 octobre 2022. La carte de France et même la carte d'Angleterre portent ici les stigmates de cette chaleur. Les enjeux nous avaient amenés à prolonger les espoirs dans une procession en 2023 à Perpignan pour espérer qu'il pleuve. Il a fini par pleuvoir en 2024. Donc nous avons des signes d'alarme qui montrent que des perspectives comme celle-ci sur Paris relèvent de la prospective encore, mais elles sont déjà de la réalité en Inde et au Pakistan, avec ici en 2022 des seuils de 50 degrés franchis allègrement à plusieurs endroits simultanément. Donc dans des poches de territoire où il y a déjà des gens qui vivent des conditions invivables. Nous sommes, à notre échelle plus courte, confrontés à des situations de soutenabilité de la vie dans nos bâtiments existants, ici à Paris, avec des données qui ont été fournies à Paris sur les toits en zinc, les fameux toits en zinc, patrimoine de la ville de Paris, donc au titre des bâtiments de France, nous en sommes fiers, ça fait partie de l'identité, mais on peut constater que quand il fait 35 dehors, la température monte à 67 degrés en surface, à 47 degrés à l'intérieur des bâtiments. Donc autant dire qu'il n'y a plus personne pour louer. Et à contrario, on voit que quand on a isolé ou du moins apporté une couche de végétation sur les toits en zinc, eh bien, on change la donne. La température baisse à 29 degrés, donc végétalisons. C'est une conséquence immédiate qui s'impose avec, pour le moment, juste un espace pilote à Paris et un grand enjeu de massification devant nous. Des enjeux réglementaires, des enjeux de compétences, des enjeux de structure, d'adaptation du bâtiment. Et cette question à l'échelle des toits, elle se mesure aussi à l'échelle des sols, avec des constatations immédiates encore de la différence entre des espaces boisés, avec des arbres qui apportent de la fraîcheur et de l'ombre, et vous pouvez constater les différences de température. On pourrait imaginer d'ailleurs que l'avenir serait de changer encore plus de décor, mais ce n'est peut-être pas la perspective que je peux nous recommander. En tout cas, d'un point de vue social, nous avons un énorme enjeu. On ne peut pas imaginer que la solution reste sur cette trajectoire actuelle où les riches pourront se climatiser et les pauvres mourront de chaud. C'est insupportable, inacceptable et inopérant. Et en plus, d'un point de vue business, ça n'a pas de sens. Donc surtout, ne nous laissons pas entraîner dans cette trajectoire. Réagissons avec le besoin d'anticiper des changements qui ne sont pas que linéaires. Et là, on voit qu'en mars de cette année, nous avons eu des écarts hauts de température. Et vous le voyez, on est à plus 16 par rapport aux moyennes. Et en une semaine, brutale évolution, on revient à moins 8 par rapport à la normale. Et ça ne nous parle pas vraiment encore quand on voit 2 cartes qui se succèdent l'une à l'autre. Prenons la mesure de ce que ce changement brutal de température veut dire en vrai pour la nature et pas seulement pour nous. Ici, donc on est en Slovénie, exactement dans cette semaine-là, le 15 avril, on fait les foins, le printemps est bien engagé et vous voyez les arbres en fleurs. En 24 heures, on perd plus d'1 degré par heure, on passe de 28 degrés à 3 degrés. On change de saison en 24 heures. Alors, imaginez le drame que ça représente pour les gens qui n'ont pas eu le temps de faire leur foin, mais imaginez aussi le problème d'adaptation pour toutes les espèces, qu'elles soient végétales, avec la floraison, animale, avec la pollinisation, ou des insectes, des vers de terre, des champignons qui ne peuvent pas intégrer une telle brutalité aussi rapidement. Et je souligne la vitesse, là encore, d'où le pilotage et la casquette. Donc cette transformation brutale, elle nous amène à changer de regard. Et on a l'habitude de voir des biens d'exception, mais quand il pleut sur Nantes, la valeur peut changer. Quand il pleut sur Clotzko, là c'était pendant la tempête Boris récemment, vous voyez quand
2 heures de temps, entre midi et 2, il s'est passé des choses. L'eau monte très vite. Là, c'est un cas qui s'explique par une montée brutale des eaux parce qu'un barrage avait cédé. Et on a des dévastations qui continuent. Si vous arrivez à voir sur cette image une rivière, vous avez un peu d'imagination parce qu'en fait, ceci n'est pas un nuage, c'est une rivière qui coule avec un arbre sur le bord de la rivière. On nous sort du coup des bulletins météo d'une nature un peu nouvelle. Et on a évidemment l'épisode de Valence. Regardez sur la droite ce qui arrive au pont, éclairé, puis tout d'un coup pas éclairé parce qu'il n'y a plus de pont. Et ces images nous ont frappés, elles continuent de nous alerter. On en a vu avec des ravages sur non seulement ces rues au moment de l'inondation, mais à l'échelle du territoire. 9000 hectares ont été artificialisés pile poil dans la partie inondée. Donc c'est à peu près la surface de Paris. Les sols ne peuvent pas absorber de telles quantités d'eau et les conséquences se mesurent directement. Donc vous voyez ici un bien à vendre, il va se vendre moins cher. C'est des drames humains qui se jouent et je pense qu'on doit prendre la mesure du fait que ces drames arrivent partout. Et là, on a un exemple américain. Avant l'ouragan Hélène, cette ville, Asheville, était dans le top 10 des villes refuges par rapport au climat aux États-Unis. Cette ville refuge a été une de celles les plus impactées par l'ouragan Hélène. Donc là où on pense avoir trouvé l'espace de respiration pour se dire ouf, ici on est à l'abri, en fait non. Ce n'est pas qu'une question d'élévation de l'eau. Évidemment, les ouragans en Floride, dans le sud-est des États-Unis, touchent avant tout l'exposition à la submersion marine, mais là, on est à 600 mètres d'altitude. Donc, clairement, ce n'est pas une question d'élévation du niveau de la mer. On doit prendre la mesure de la diversité des enjeux et des menaces qui nous touchent. Et ceux qui mesurent les enjeux, les menaces, donc les risques, les assureurs, prennent des décisions brutales. Donc là, justement, quelques jours après cet ouragan Hélène, 600 000 personnes ont perdu leur assurance. Imaginez ce que ça représente quand un territoire important perd sa capacité d'assurer les biens immobiliers. Pour vous, agents, c'est, j'imagine, une perte brutale de chiffre d'affaires dans la perspective d'un marché qui se fige. Et on n'a pas que les questions d'eau. On a aussi les interactions entre l'eau et les sols avec les phénomènes de gonflement, rétrécissement d'argile. Et là où vous voyez de la couleur sur la carte de France, il y a un problème. Autant dire, la moitié de la surface de la France est concernée. Donc on a un problème général qui nous touche avec des perspectives qui devraient nous alerter. Ici, c'est la carte de la Bretagne dans la perspective et peut-être dans le scénario de la fonte des glaciers. Donc si tous les glaciers fondent, élévation massive du niveau des mers, et on voit la carte se redessiner avec une Bretagne qui devient quasiment une île. Et des villes que nous considérons comme bien à l'abri à l'intérieur des terres, entre Vannes et Saint-Malo par exemple, se retrouvent dans des zones de polder. On ne mesure pas encore l'importance, la sévérité, la brutalité des phénomènes auxquels nous faisons face dès aujourd'hui. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la partie émergée de l'iceberg. C'est donc les enjeux de climat, avec un prisme qui doit s'élargir, où on doit prendre en compte simultanément d'autres limites planétaires, des frontières planétaires, qui sont perturbées par notre mode de vie, finalement, à grande échelle. La biosphère, avec récemment la COP16 à Cali qui vient d'échouer, sans moyens, sans conclusion, sans décision, sans représentation politique au niveau des chefs d'État, et puis les questions de pollution, on entend parler des polluants éternels, etc. Tout ça, simultanément, représente un effet cocktail dramatique. Dramatique parce que il y a des incidences sur le vivant qui ont, là encore, un risque important pour vous qui êtes dans le marché immobilier. On peut tout à fait se représenter l'incidence sur l'attractivité des biens à proximité de ces deux champs. Un bien qui aura pu être vendu, et encore, on comprend pourquoi le vendeur a voulu vendre à cet endroit-là, et plus proche encore de la zone d'épandage chimique, des biens qui trouveront encore plus de mal et encore plus difficilement preneurs. Vous qui êtes les acteurs du marché, je vous invite à vous indigner face à une image comme celle-là. Je vous invite à
à vous manifester, à vous unir pour que les intérêts de quelques-uns qui aujourd'hui appliquent la chimie et qui pénalisent le reste de la population d'un point de vue santé, mais vous aussi d'un point de vue bien immobilier, c'est votre regard sur cette question-là, indignez-vous, comme disait Stéphane Hessel. Ceci est un empiètement sur la vie d'autrui à grande échelle. Donc c'est notre sujet. On le mesure avec des études. Il y a encore eu l'indice Planète Vivante du WWF qui a relayé des données récemment sur les vertébrés. On a une destruction profonde des conditions dans lesquelles nous évoluons. La conséquence, c'est que les territoires les plus fragiles sont ceux sur lesquels le marché s'effondre en termes d'immobilier, avec des crises économiques qui se juxtaposent aux crises sociales, qui se juxtaposent aux crises écologiques. Ça fait beaucoup, ça fait énormément sur nos épaules, mais pourtant, et c'est le moment que je vous avais annoncé pour cette conférence, une introduction qui vise non pas à répéter des slogans politiques, mais à utiliser leur sens. Ici, on a un vrai intérêt à agir. Et pour ça, je fais un détour par l'histoire pour expliquer le message. D'abord, en rappelant le constat scientifique de Valérie Masson-Delmotte et d'autres scientifiques du GIEC qui, ici, ont résumé la situation en disant chaque action compte, chaque dixième de degré compte, et on voit la différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Nous sommes dans un écart de dixième de degré. Chaque année compte, plus nous attendons, plus les problèmes s'accumulent, plus le problème sera grave et difficile à régler, et donc tous les choix comptent. Ce prisme-là guide notre regard, guide notre action, et peut nous servir vraiment d'impulsion pour la suite de nos engagements. En tout cas, comme le professeur Aho l'indique ici, c'est en anglais, mais le message est surtout ne tombons pas dans le piège de dire c'est trop tard. Ça n'a pas de sens de dire que c'est trop tard. Ça peut empirer, oui, d'accord. Mais agissons. Agissons tant que nous avons les clés en main pour agir, profitons-en. Et c'est là où je fais le détour par l'histoire, en expliquant que cette fresque de la Renaissance a tout son sens aujourd'hui. Et c'est l'objet que vous avez entre les mains, qui vous a été distribué. Et si vous ne l'avez pas entre les mains, il est sur vos sièges à côté. Vous voyez ici la transposition de cette fresque de la Renaissance dans une version contemporaine que j'ai appelée Renaissance écologique et qui a lancé le mouvement des fresques pour celles et ceux qui avaient entendu parler des jeux de cartes sur le climat ou la biodiversité ou la construction. Et vous voyez que cette représentation, cette carte d'un monde qui va bien peut nous aider aujourd'hui. À l'époque, dans la fresque en couleur que vous voyez en bas, on représente un monde qui va bien entre la ville et la campagne et on voit une interaction entre des hommes, des métiers et des ressources. C'est la vie qui s'organise là, et le propos de ce dessin, c'est de reprendre le même sens de cette cartographie qui s'appelle l'allégorie des effets du bon gouvernement, peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, et d'en faire un outil de travail pour nous. Et je vous propose maintenant d'utiliser cette fresque dans la deuxième partie de cette intervention, comme un bloc-notes pour y noter, annoter, apporter vos commentaires sur des solutions. Et vous allez voir que vos voisins vont probablement pas réagir aux mêmes zones de la fresque que vous. Et justement, c'est notre force. Ici, nous sommes nombreux. Et notre force, c'est de pouvoir agir simultanément sur de très nombreux leviers, diversifiés, répartis entre la ville et la campagne. Et la diversité de vos métiers, de vos marchés, vous amène à être en contact avec l'intégralité de ces éléments. Maintenant, je vous propose de faire un zoom pour rentrer dans le détail et d'explorer justement ce schéma, cette carte. Alors, on y retrouve déjà des messages importants sur les motifs qui nous amènent à déménager, qui déclenchent donc des transactions pour vous. Et là, je reprends des données du Bon Coin, avec 29% qui veulent devenir propriétaires, 28% qui cherchent une surface plus grande, 18% qui changent de situation de famille. 3 déclencheurs qui relèvent finalement des sociotypes, des moments de vie. Profitons-en, comprenons-les, adaptons nos prestations à ces moments-là. C'est une question de sociologie qui se noue en démarrage pour déclencher
les prestations. Et attention, il s'agit vraiment d'intervenir maintenant parce qu'on ne déménage pas tous les ans, on déménage tous les 10 ans. Et ce que nous ne faisons pas maintenant, ça veut dire que c'est reporté de 10 ans. Si on fait le lien avec l'urgence, et on se rappelle que chaque année compte, et on a vu les dégradations s'accélérer et s'amplifier, ne reportons pas dans 10 ans ce que nous pouvons faire maintenant à l'occasion des transactions sur lesquelles nous intervenons. Le marché bouge, comme on l'a vu en introduction, avec une concentration ici encourageante du nombre de transactions sur des biens classés A dans les DPE, une augmentation de 20% entre 2023 et 2024. Vous voyez aussi une chute des biens classés D, E, F, G, avec surtout une réduction significative pour F et G. Donc le marché comprend, s'exprime, va dans cette direction. Mais justement, mon appel aujourd'hui, et notre appel vis-à-vis de vous, c'est de ne surtout pas se limiter à cette association nombre de mètres carrés, nombre de pièces et DPE. Allons beaucoup plus loin. Allons beaucoup plus loin en observant ces pratiques ou intentions. 37% des personnes qui ont déménagé dans les 12 mois ont entrepris ou prévoient des travaux de rénovation. Pour 31%, c'est de la mutualisation d'équipements. Et la mutualisation d'équipements, c'est une opportunité pour le foncier. Pourquoi bloquer chacun des mètres carrés pour une tondeuse et toute une batterie d'outils dans un garage, sachant que dans la maison d'à côté, il y aura une tondeuse et une batterie d'outils dans un garage. Dans la maison d'à côté, il y aura une tondeuse et une batterie d'outils dans un garage. Mutualisons. On va libérer du foncier, on va pouvoir le valoriser autrement, on va pouvoir investir. On se crée la marge de manœuvre grâce à cette mutualisation. De même, on le voit, déménager, c'est de ne pas pouvoir embarquer tous ces meubles ou au contraire avoir un besoin d'équipement, en tout cas induire des transactions sur les meubles. Et de même sur l'électroménager, donc 73% et 59%, toujours des données du Bon Coin de cette année. Donc là, on a un enjeu d'accompagnement. Ceci fait partie du cycle et de l'usage élargi autour de la transaction. Ça fait partie de notre métier. Ça fait partie des prestations que nous pouvons envisager. Et pour chaque prestation, nous pouvons proposer des services, et sur ces services, réaliser de nouvelles sources de chiffre d'affaires. On a évidemment des questions d'équipement d'une part, des questions de raccordement avec des questions d'énergie, d'Internet, d'eau, qui déclenchent, dans plus de la moitié des cas, des renouvellements, des changements, avec ici un besoin d'accompagnement. Vers quel prestataire se tourner? Pour quel type de prestation? Pour quelles raisons? Et si on cherche à changer de contrat d'énergie, est-ce qu'on cherche à changer de contrat d'énergie parce qu'on ça va être trop cher? Mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être chercher des moyens de moins consommer d'énergie? Et peut-être pouvons-nous comprendre que le choix du prestataire d'énergie peut être un déclencheur sur un changement d'équipement ou un changement du profil du bien grâce à de l'isolation pour réduire la consommation. Et sur cette question de consommation, on élargit, donc vous avez entendu parler de ces analyses de type bilan carbone avec des questions de périmètre, scope 1, 2, 3. Ici, on est plutôt dans le scope 3 d'une transaction, induit par l'usage du bien. Et chaque action compte, souvenons-nous de ce rappel de Valérie Masson-Delmotte, pour aller chercher des leviers qui vont introduire des changements possibles quand on déménage. Quand on déménage, une des premières questions, c'est savoir où on va pouvoir s'alimenter. Où est le marché? Quels sont ses horaires? Qui sont les bons fournisseurs? C'est l'information de quartier, finalement, du Bon Coin, là encore, qu'on pourrait aller chercher. En tout cas, des leviers de comportement avec le compost, avec la possibilité de faire pousser également une partie de l'alimentation en jardin familial à proximité, avec le lien social qui en découle. Le lien social étant, là encore, un motif de déménagement pour une partie de la population, notamment les plus âgés, qui cherchent à sortir leur isolement. Et rappelons que l'isolement des personnes âgées, c'est un facteur déterminant de santé. À 50 ans, la qualité de nos relations sociales est le premier déterminant de santé pour notre vie à 80 ans. Donc, utilisons ces prétextes pour engager des changements, pour engager
des améliorations visées, une meilleure qualité de vie avec, là encore, des questions de marché, marché pour des vêtements, pour des producteurs. Et justement, si on couple le point précédent avec la mutualisation des garages, par exemple, que faire des garages ainsi libérés? Pourquoi ne pas, justement, dans les zones pavillonnaires, aider à la création d'épiceries zéro déchet dans des garages, une fois que ces garages n'ont plus besoin de servir de stockage à autant de matières qui pourraient être mutualisées? De même, on va avoir des questions de flux et de logistique pour penser à nos besoins d'équipement. Est-ce qu'on a besoin de chacun posséder une voiture ou est-ce qu'on peut s'organiser autrement pour que nos courses, ou pour faire nos courses? Et nos questions de panneaux solaires, là encore, on le voit dans les comportements et les requêtes et les équipements, et puis les taux d'importation aussi de panneaux solaires. Le marché explose en termes de solaire. Là encore, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous pouvez proposer à vos clients pour massifier ces équipements sur les garages, sur les ombrières dans des parkings mutualisés, sur des copropriétés ou de l'habitat collectif, sur des toitures? Il y a un potentiel d'équipement qui va participer à l'autoconsommation collective. Vous êtes des acteurs du changement, en fait. C'est ça mon propos ici. Il est possible de changer d'air, de comprendre les motifs et les conséquences d'une transaction. Partir, par exemple, ici, des motifs liés au trajet domicile-travail. Si 8 ou 9% respectivement de mutation professionnelle ou de rapprochement du lieu de travail sont des motifs de déménagement, quel est l'impact sur la mobilité? Comment pouvons-nous, ici, proposer aux clients, aux usagers, aux citoyens, une palette de solutions de mobilité qui va leur permettre de se séparer de leur voiture? Là encore, avec l'idée de libérer du garage. Un garage libéré, c'est des mètres carrés qu'on va pouvoir valoriser autrement. Et c'est aussi une autre économie de proximité, une autre économie de solidarité qui va en découler. On a d'autres registres qui s'expriment encore quand on creuse les motifs et les incitations au déménagement avec une aspiration à rapprocher le lien avec la nature. Et une partie d'entre nous a vécu le confinement dans des pavillons avec des jardins et donc moins de pathologies psychologiques. Il était beaucoup plus difficile de vivre le confinement dans des espaces bétonisés sans accès à la nature. Donc on perçoit les conséquences de ce trauma, de ce stigma, mais aussi une aspiration plus large. Et ce contexte qui nous marque un désir d'aller vers la nature, accompagnons-le, là encore avec finalement une meilleure maîtrise du sujet. On va chercher à agir pour le vivant, et souvenons-nous qu'on a non seulement une question de climat avec les questions d'adaptation, mais aussi une question de biodiversité avec un effondrement très rapide. Et là, des milieux dans lesquels nous pouvons intervenir. Comment penser le paysagisme d'une clôture? Est-ce que c'est forcément un grillage et devant ce grillage de la pelouse bien tendue à ras qui va être bien jaune pendant l'été? On a vu certaines solutions qui consistent à peindre en vert au spray la pelouse une fois qu'elle a été bien cramée. Comment pouvons-nous nous préparer à moins arroser? Donc qu'est-ce qu'on va planter? Quelles sont les espèces qui vont être adaptées au milieu? Cette connaissance des lieux est indispensable. Elle a des conséquences. Par exemple, à Bourges, il y a 15 jours, j'étais avec la présidente de la communauté de communes, Bourges Plus, qui me dit, ici à Bourges, on a un seul réseau de collecte pour les eaux pluviales et pour les eaux usées. Et sa crainte, c'est qu'un gros épisode orageux sature le réseau, avec de l'eau qui va débarouler et qui va saturer le réseau de collecte. Comme c'est le même réseau, le risque, c'est que la station d'épuration déborde, avec des conséquences nauséabondes et probablement polluantes pour le territoire. Très difficile de revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Valence la présence des masques sur les secouristes et les sauveteurs qui interviennent. Et on sait qu'à Valence, en ce moment, les résidus de peinture, de solvants, de polluants qui se sont mélangés aux eaux qui stagnent sont des vraies nuisances et des vrais dangers pour les sols, avec des métaux lourds qui vont s'infiltrer, etc. Donc anticiper ces moments où on va avoir des grandes pluies, c'est nécessaire. Ça veut dire que, je reprends l'exemple de Bourges, on a besoin de massifier des jardins de pluie. Des jardins de pluie, ça fait partie des équipements qu'on pourrait voir figurer dans les annonces. C'est un vocabulaire nouveau qui est devant nous. Justement, une haie paysagère ou plessée, un jardin de pluie,
des espèces endémiques qu'on va pouvoir associer dans une logique d'agroforesterie si on a des bois pas loin ou en bord de cours d'eau, comment on va participer au réensauvagement de certains cours d'eau qui vont mieux réagir aux fluctuations de débit. Donc agir pour le vivant nous donne un cap, avec de nouvelles missions, avec de nouveaux moyens et avec de nouvelles sources d'épanouissement. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux. Pourquoi agir, et beaucoup de perspectives et de motivation à en faire le plus possible et pas le moins possible en disant ça c'est la contrainte, c'est la loi qui m'y oblige. Non, c'est plus j'agis, plus je tire de bénéfice de cette appropriation des enjeux écologiques pour en faire un atout. Ce qui fait qu'en résumé, on peut voir le mantra ou les 3 mots clés classiques de l'immobilier, location, 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 l'emplacement, 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 comme pouvant évoluer vers rénovation, rénovation et rénovation. Le mot-clé, commençons par là, assurons-nous que tout bien vendu soit rénové et que toute transaction soit garante de franchir au moins 2 crans dans les DPE. Passer de G à D, c'est un strict minimum. Passer de D à B, c'est souhaitable. Passer de C à A, c'est vraiment notre objectif. Donc la rénovation, du point de vue de l'équipement, du point de vue de la transaction, faisons-en un automatisme. La rénovation, c'est aussi la rénovation de nos usages, la façon dont on s'organise au quotidien et surtout ne nous isolons pas. Ce point sur l'écologie ne doit pas être résumé à une série d'éco-gestes individuels. Ça n'a pas de sens. Vous avez entendu le terme mutualiser, vous avez entendu et vu la perspective de la collaboration. On a tout de suite vu qu'il y avait des questions de commerce, de flux entre le domicile et le travail. Tout ceci ne relève pas de l'action individuelle, mais de l'organisation collective, de notre action sociale. Là encore, connaître son territoire, connaître son fonctionnement, son historique, son patrimoine, ses acteurs, les motifs d'attractivité des territoires, enrichissons-les, faisons vivre et vibrer ces territoires qui deviennent attractifs et qui, par conséquent, valorisent les biens qui seront sur le marché. Et enfin, troisième rénovation, c'est une rénovation de notre regard sur la nature, pour ne pas en faire un ennemi, évidemment, pour ne pas en faire un décor non plus, mais en faire un espace dans lequel nous sommes partie prenante, dans lequel nous avons notre rôle aujourd'hui d'acteurs proactifs. Ce qui fait qu'en conclusion, pour synthétiser, et je vois que nous avons le temps pour quelques questions, et si vous voulez, je vous invite à préparer vos questions pendant que je prépare la synthèse ici. Tous les biens sont concernés. Il ne s'agit pas simplement des biens qui sont comme le bâtiment à Soulac en Gironde, en bord d'océan, qui a dû être démoli. Tous les bâtiments sont concernés. On n'a pas le temps d'attendre. Ne reportons pas dans 10 ans ce qu'il se passe maintenant quand une transaction a lieu. Faisons de chaque transaction un prétexte à maximiser l'impact écologique. Évidemment sur la rénovation, mais aussi sur l'ensemble des postes de la vie courante, dans notre consommation, dans nos déplacements, dans notre alimentation, dans notre relation aux autres. Ça, c'est une connaissance intime de vos territoires, de ce marché qui doit aller bien plus loin que la connaissance des mètres carrés et des présences dans telle ou telle copropriété. Chaque transaction compte. Et une transaction est un levier qui débouche sur plusieurs prestations possibles. Là encore, diversifions les activités, prenons prétexte de ces transactions pour élargir le panel d'offres que vous pouvez proposer à vos clients, avec un rôle particulier qui vous importe, qui vous incombe et qui est une opportunité. Vous êtes des tiers de confiance. En tant qu'agent, le marché se tourne vers vous pour justement organiser cette rencontre. Mais on a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle, simplement mettre en réseau une base de biens et une base de contacts. L'intelligence artificielle va très bien pouvoir le faire toute seule. Là, il s'agit de développer la qualité du service, développer la relation humaine. C'est vous qui pouvez en être les acteurs. Avec, en résumé, un premier registre d'action sur les équipements, sources d'économie. On va sortir de la précarité thermique, on va pouvoir apporter des solutions aux personnes, notamment les plus pauvres. Agir sur les modes de vie, des questions de santé tout de suite, des questions de santé, ce sont des moteurs pour agir. Rappelons les problèmes de pollution à proximité des écoles, qui ici à Paris ont donné lieu à des rues aux écoles, qui sont plébiscitées, ça marche. Quand on peut marcher au bord de l'école ou laisser les enfants jouer au ballon, c'est une liberté, mais c'est aussi une réduction de l'exposition
des enfants et des familles à la pollution atmosphérique. On a besoin d'agir sur ce registre-là. C'est nos pathologies cardiovasculaires, nos pathologies pulmonaires qui sont en jeu. Et agir pour le vivant. Et je souligne pour. C'est pour se protéger. C'est pour valoriser également cette terrasse. J'étais à Carcassonne là, il y a 3 jours. À Carcassonne, les moustiques font chuter le prix des terrasses. C'est invivable en été de pouvoir avoir une terrasse. On ne les utilise pas, il y a trop de moustiques. Donc, agir pour le vivant, c'est penser aux chauves-souris qui vont être nos meilleurs alliés pour pouvoir profiter de notre terrasse. Voilà un exemple très concret de levier pour pouvoir enclencher ce cycle d'innovation, d'engagement, de solutions et de résultats. Grâce à vous. Merci beaucoup. Une question? Alors, le micro arrive pour vous. Oui, je souhaitais savoir où on pouvait trouver l'information justement pour orienter nos clients quand ils sont dans une phase d'acquisition où on voit des biens qui se détériorent. On parlait des DPE et on le voit aujourd'hui que ça peut faire chuter le prix, que certaines banques ne financent pas si les DPE sont dégradés, donc ils obligent quand même à faire des travaux. Mais aujourd'hui, si on veut apporter, nous, une information fiable, je sais qu'il y a énormément de financements, que ce soit européen, je ne parle pas de la prime rénov', parce que c'est ça qui est connu à peu près tout le monde. Aujourd'hui, si on veut apporter, nous, des solutions à nos clients, est-ce que vous avez, vous, des indications à nous donner pour trouver l'information qui va permettre de transformer le bien à moindre coût, ou en tout cas de façon encadrée, et qui permette surtout aux propriétaires de pouvoir faire ce type de travaux? Voilà, je ne sais pas s'il y a un site, parce qu'on entend un peu tout et son contraire, il y a beaucoup d'escroqueries dans la transformation énergétique, hein, je pense, voilà, les pompes à chaleur, les volets, voilà. Donc où est-ce qu'on peut trouver une information fiable et quel type d'aide on peut proposer aux clients, et comment nous on peut les chiffrer assez rapidement pour en faire une opportunité, et quand peut-être on fait une annonce, expliquer que cette maison a la possibilité d'avoir X euros pour pouvoir réaliser les travaux permettant cet aménagement et en tout cas sa réduction de son empreinte carbone. Je vous termine. Je voudrais répondre en plusieurs points. Du point de vue information, je vous encourage à placer l'ADEME en source numéro 1 de vos sources d'information. Vous avez énormément d'informations disponibles, avec notamment le fonds chaleur qui est géré par l'ADEME, et de très nombreux points d'expertise sur le bâtiment. Donc, avec l'ADEME, vous avez là une première source avec des informations accessibles au grand public disponibles. Ensuite, en pratique, les solutions vont dépendre des lieux. On ne va pas avoir les mêmes modalités d'intervention à Dunkerque, à Perpignan, à Lorient, à Annecy, à Paris ou à Bayonne. Donc là, se pose la question finalement du lieu référence. Et là, je pense que vous, en tant qu'acteur de l'immobilier, vous avez de l'information grise, justement de l'information de qualité qui va vous différencier. Vous connaissez les bâtiments exemplaires de votre territoire dans lequel vous intervenez, sur lesquels vous avez vos clients. Ces lieux-là sont des sources d'informations sur les diagnostics thermiques, sur les solutions qui ont été mises en place. Vous pouvez les faire visiter. Vous pouvez également en faire des lieux de prestation ou de vente. Typiquement, aux portes de Rennes, il y a Ecobatis Pays de Fougères, un rassemblement d'artisans de la rénovation qui se sont réunis sur un bâtiment, démonstrateurs de leurs métiers différents. Il y a des métiers sur la couverture, des métiers sur la façade, des métiers sur les huisseries, des métiers sur les blocs thermiques. Et c'est l'intégralité de ces métiers qu'il faut pouvoir convoquer. On a besoin de les penser ensemble. Et ça, c'est là encore vous qui avez un levier de prescription qui est bien meilleur que chacun de ces métiers. Parce que vous, à votre échelle, c'est des questions qui font système, qui sont mobilisées ensemble dans des bâtiments. Donc vous n'êtes pas promoteur de telle solution énergétique ou de tel matériau d'isolation. Vous êtes capable de démontrer le package, le cocktail. Et c'est ce cocktail qui doit être mobilisé, qui doit guider les travaux pour que justement on ait un impact global et pas simplement changer de bloc thermique sans toucher aux ponts thermiques qui font que l'air rentre et sort dans la maison et elle n'est pas hors d'air.
Donc c'est absurde de changer le bloc thermique de la maison tant qu'on n'a pas agi sur l'isolation. Et de même, c'est absurde d'agir sur les fenêtres tant qu'on n'a pas agi sur le toit. Et de même, c'est absurde d'agir sur les abords avec la collecte d'eau et ou des forages quand on n'a pas géré l'aérolique et l'apport de refroidissement que justement ces stocks d'eau peuvent apporter en été. Donc tout ça, on a besoin de le penser ensemble. Et il n'y a rien de mieux que des lieux démonstrateurs. Moi, je vous encourage à les identifier, à les faire connaître, à vous rapprocher des habitants qui sont ces pionniers, à les valoriser avec des profils, des entretiens vidéo, des visites virtuelles, comme vous le faites si bien. Soyez les promoteurs en fait, de ce qui se passe dans le territoire, parce que justement, on va aider par contagion de proximité les autres riverains à se sensibiliser, découvrir que oui, des toilettes sèches ou oui, un enduit à base de chanvre, ben, ça marche. Et puis c'est agréable, quand on rentre dans une maison dont les enduits sont en chanvre chaud, on respire mieux. On comprend tout de suite par notre respiration la différence avec des matériaux qui sont chargés en composés organiques volatiles et qui vont qu'on sent moins bien. Mais ça, on le vit, on ne le comprend pas forcément, mais on le vit. Et vous êtes des acteurs qui permettez justement de vivre cette expérience, de la détecter, de la vivre et de la promouvoir. Si vous voulez continuer dans l'exploitation de ces ressources, vous avez un QR code sur la première page de la fresque de Renaissance écologique. Il y a énormément de ressources disponibles sur le site qui est associé. Mais je vous invite à parcourir ce dessin dans un détail pour aller chercher les lieux qui vous correspondent, ceux sur lesquels vous vous identifiez, là où vous vivez, là où vous avez aussi peut-être une aspiration à agir. Et vous pouvez utiliser cette image en vous posant la question à partir d'un point que vous aurez choisi dans l'image, de qui je dépends et qui dépend de moi. Voilà le périmètre d'exploration des chantiers sur lesquels vous pouvez agir et développer des solutions. Merci à vous.